Alors le titre de ce tuto est un petit peu ambitieux puisque je voulais faire une chronologie de la synthèse analogique pour vous donner des repères. Comme vous pouvez l'imaginer, le sujet est extrêmement vaste parce que l'histoire de la synthèse remonte à la fin du 19e siècle pour s'étendre jusqu'à nos jours, donc je serais bien malin de pouvoir prétendre à vous en faire un panorama exhaustif. Néanmoins, j'ai fait une sélection de quelques événements de manière complètement subjective et de quelques machines, de quelques inventions qui, à mon avis, ont été capitales dans l'évolution de la synthèse. Alors, en premier, on ne peut pas ne pas citer en 1897 l'invention du telharmonium par Tadeusz Kail. Le telharmonium, c'est pas encore de la synthèse soustractive, c'est de la synthèse additive et qui se fait à base de dynamos en fait. Les générateurs électriques sur le telharmonium sont des dynamos, donc comme les dynamos de vélo finalement. En 1920, un instrument qui est resté encore aujourd'hui très très célèbre, il s'agit du thérémine, qui a été inventé par un Russe qui s'appelle Léon Thérémine. Et cet instrument, il a la particularité qu'on ne le touche pas. On le contrôle à distance à l'aide de deux antennes. Une antenne est dévolue au volume du son, à son intensité, tandis que l'autre contrôle la hauteur. Donc il y a un générateur sinusoïdal, c'est une onde sinusoïdale, une onde pure, que l'interprète donc peut faire varier tant sur le volume que sur le pitch, et il a beaucoup été utilisé à ses débuts pour reproduire des pièces classiques, des pièces qui pouvaient être écrites pour violon par exemple. Et ensuite, il a été beaucoup utilisé en musique de film, notamment dans les années 50, pour tout ce qui était le cinéma de science-fiction naissant, série B la plupart. Et ce qui fait qu'on a vraiment une connotation avec cet instrument qui rappelle la science-fiction. C'est un peu dans l'inconscient collectif, l'inconscient sonore collectif finalement. Si vous écoutez par exemple le thème d'une série comme X-Files, qui est assez récente finalement, eh bien le son qui est utilisé rappelle fortement le thérémine. Donc c'est une espèce d'hommage comme ça. Sinon, le thérémine, on l'entend dans des contextes aussi très variés. Le morceau Good Vibrations des Beach Boys, par exemple, en fait un usage. Il y a une espèce de contre-champ sur le refrain. En 1928, c'est la création des ondes Martenot par Maurice Martenot. C'est un instrument qui, comme beaucoup d'instruments de musique électronique, au début, a été surtout réservé un peu au milieu de la musique savante, voire de la recherche musicale. Un des compositeurs français qui a énormément utilisé les ondes Martenot, tant en œuvre solo qu'en œuvre orchestrale, c'est Messiaen. Vous pouvez l'entendre par exemple dans sa Turhan Galila symphonie. Voilà, les ondes Martenot ont un son très caractéristique, c'est un instrument très très complet, un instrument à clavier, mais avec aussi une sorte pas de ruban, mais enfin d'un petit outil qui nous permet de faire des variations progressives, notamment de hauteur. Donc on peut là aussi reproduire des effets de glissé. Les ondes Martenot, on les entend encore dans des enregistrements actuels, notamment chez Radiohead par exemple. Et on a en France Thomas Bloch, qui est le grand interprète mondial, j'ai envie de dire, des ondes Martenot, qui a un CV long comme le bras. Et je vous invite à le chercher sur Wikipédia, vous verrez que la liste des collaborations est proprement hallucinante. En 1929, on a le trotonium, qui est un synthétiseur sans clavier. On a en fait une corde qui agit comme une résistance électrique. Et avec cette corde, on peut avoir un jeu qui se rapproche du violon, avec des glissés, des crescendo, etc. Un de ses co-inventeurs s'appelle Oscar Sala. Et Oscar Sala est célèbre, en tout cas dans le milieu des sound designers, pour avoir fait le son des oiseaux sur le film de Hitchcock du même nom. C'est-à-dire que les sons d'oiseaux que vous entendez la plupart du temps dans le film de Hitchcock ne sont pas des sons enregistrés, ce sont des sons qui ont été créés avec un synthétiseur, avec le trotonium, par Oscar Sala. Donc si jamais vous regardez le film, vous verrez au générique Oscar Sala est présent. En 1934, c'est l'invention de l'orgue Hammond, un orgue électronique qui fait de la synthèse additive, c'est-à-dire qui empile des ondes sinusoïdales. Alors l'orgue Hammond, c'est incontournable dans toute la musique noire américaine depuis les années 40, en particulier dans le jazz, avec des artistes comme Jimmy Smith, mais on le retrouve dans plein d'autres styles, et jusqu'à maintenant, c'est encore un instrument très populaire qui a évolué au cours du temps, qui a été cloné un certain nombre de fois. En 1949, c'est un détail de l'histoire, mais je trouvais amusant de vous le raconter. C'est un compositeur japonais qui s'appelle Minao Shibata,
qui a évoqué, dans une interview, je crois, le concept d'un instrument qui serait capable de produire n'importe quelle onde sonore et qui changerait radicalement la création musicale. Fin de citation. Donc je trouvais ça assez intéressant qu'en 1949, rendez-vous compte, c'est quand même très vieux, on n'en était encore qu'au stade des expérimentations, il y a quelqu'un qui dise que toute la création musicale allait être changée radicalement. Et quand on regarde le paysage musical aujourd'hui, notamment dans la musique populaire, on peut que lui donner raison. Je fais un petit saut dans l'histoire. En 1965, on a le premier synthétiseur soustractif commercialisé au public par Robert Moog. Robert Moog, énorme référence parmi les synthésistes. C'est vraiment le son d'un nombre incalculable de groupes. C'est vraiment le pionnier. C'est grâce à Robert Moog que la synthèse analogique s'est fait une place dans la musique populaire. Donc il l'invente en 1965 et on a en 1967 le premier album avec du Moog. C'est l'album Pieces Aquarius Capricorn and Jones Limited des Monkees. Suivi en 1968 d'un album qui à l'époque a eu un énorme succès, qui est encore assez populaire, qui s'appelle Switched on Back de Wendy Carlos. Et elle joue donc sur un Moog des adaptations de pièces de Bach, compositeur Johann Sebastian Bach. Et voilà, ça a été un vrai succès commercial à l'époque, une des meilleures ventes dans la musique classique dite populaire. Ensuite, je dirais de 1967 à 1975, on va retrouver le Moog chez un nombre incalculable d'artistes. Je vous en cite quelques-uns. On en trouve chez Simon & Garfunkel, on en trouve chez les Beatles, notamment sur l'album Abbey Road, on en trouve chez les Stones, chez les Doors, chez Emerson, Lake and Palmer, chez Yes, Pink Floyd évidemment, ou Stevie Wonder, dans ses albums de référence, comme Talking Book. Il y a énormément de Moog. Voilà pour le Moog. En 1971, on a la sortie de l'Harp 2600, un synthétiseur aussi extrêmement célèbre, modulaire, et qui est célèbre encore une fois parmi les sound designers pour avoir servi à Ben Burtt, un sound designer bien connu, pour faire la voix de R2-D2 de Star Wars. Donc les petites vociférations électroniques que vous entendez dans Star Wars sont faites avec un Harp 2600 par Ben Burtt. En 1974, on a Isao Tomita, qui est une sorte de pionnier du sound design, avec un album qui s'appelle Snowflakes Are Dancing, parce que ça a été un des premiers à vouloir créer des sons inédits avec la synthèse, plutôt que de reproduire des sons existants. C'est-à-dire, il y a eu toute une époque où on cherchait plutôt à reproduire des cuivres, des cordes, des percussions, et lui, non, il voulait vraiment créer des sons originaux, tirer parti de la machine et de l'expérimentation. Donc je vous invite à écouter l'album Snowflakes Are Dancing, les flocons de neige sont en train de danser. En 1980, on a deux machines qui vont, pour ainsi dire, donner naissance à la musique électronique telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est Roland qui sort la TR-808, qui est une boîte à rythme, et aussi la TB-303, qui est une basse synthé. Et on peut dire que ces deux machines ont fait le son de la techno, et encore une fois, sont dans l'inconscient collectif des musiques électroniques. En 1983, pour terminer, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais il faut savoir s'arrêter. On a la sortie du Yamaha DX7, qui lui ne fait pas de la synthèse analogique soustractive, mais qui fait de la synthèse par modulation de fréquence et numérique. Donc on n'a pas des circuits comme on pouvait les avoir sur le Moog. Là, on travaille en numérique, comme un ordinateur, si vous voulez. Et le DX7 marque définitivement la démocratisation du synthétiseur et en même temps, il correspond au développement du protocole MIDI, ce protocole qui permet à des instruments de musique électronique de communiquer entre eux et de se contrôler les uns les autres de manière très fine. Donc voilà, petit panorama de la synthèse au XXe siècle. Évidemment, ça a encore évolué depuis, il y a des avancées, et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Mais voilà, ça vous donne quelques repères. Voilà, c'est une histoire qui remonte à la fin du XIXe siècle, et qui s'étend jusqu'à nos jours, avec énormément de musique, d'albums de référence entre-temps.